Alors, rebonjour. Je vais accompagner votre digestion cette fois-ci en vous racontant une histoire. Donc, un monde merveilleux, ma vision de la mobilité pour un futur neutre en carbone. Alors, c'est plutôt dans un futur neutre en carbone pour la seconde moitié du XXIe siècle. Alors pourquoi je me suis posé cette question de ce que pouvait être le système de mobilité du futur ? Eh bien, c'est parce qu'on a été appelé à contribuer dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone. Et l'une des questions qu'on a demandé aux contributeurs, donc que les organisateurs de la SNBC, de la révision SNBC ont demandé, c'était justement quelle est votre vision de la mobilité du futur pour la seconde moitié du XXIe siècle. Donc on est sur un horizon de temps très très long, 2060, 65 et plus. C'est une vision, donc parmi beaucoup d'autres. Il y a une infinité de visions possibles. Donc j'en propose une, plus pour lancer un débat, ouvrir le débat. Et je vais un peu vous expliquer la manière dont je m'y suis pris pour essayer de répondre à cette question. Alors, j'ai utilisé une méthode d'ingénierie des systèmes. Qu'est-ce que c'est ? Alors, en ingénierie des systèmes, on conçoit des systèmes et on utilise ce qu'on appelle le cycle en V. On part en haut à gauche du V et on part du besoin de notre client. Alors là, on n'a pas vraiment de client parce que c'est une société qui a envie d'accéder à des activités. Donc, je vais définir la mobilité comme la possibilité d'accéder à une activité. Donc, par exemple, le télétravail, c'est déjà de la mobilité parce que j'accède au travail, j'accède à cette activité de travail. Donc j'ai une population qui va accéder à des activités et ça c'est le besoin auquel je veux répondre avec un système. Donc ce qu'on fait c'est qu'on décline ensuite le besoin en sous-besoins, en besoins plus unitaires qui ensuite vont nous permettre de mettre face à chacun des besoins, de mettre des solutions physiques et de les implémenter. Alors dans le cadre d'un système de mobilité, ce serait par exemple des infrastructures, des véhicules, des législations, marchés, fiscalité, etc. Et puis une fois qu'on a, alors on va réingénierer des systèmes, on construit effectivement un système ou un prototype, et puis on va vérifier qu'on répond bien à tous les besoins et aux besoins globaux. Donc c'est ce qu'on appelle la remontée du V. Et donc voilà, on vérifie que chacun des besoins on répond bien à chacun des besoins par notre système. Donc ça, c'est la méthode que j'ai utilisée. Alors quels sont les besoins d'un système de mobilité ? On a une population qui va peut-être avoir des choses à transporter, des objets à transporter, ou bien peut-être à accompagner des personnes. On a des activités qui sont réparties sur le territoire, et donc il s'agit de faire les liens entre les personnes et les activités. Et ça, c'est ce qu'on appelle le système de mobilité. On n'oublie pas les interactions que ce système a avec d'autres systèmes. Donc là, par exemple, le système de production et de transport d'énergie qui va permettre de faire fonctionner notre système de mobilité. Et puis, il va y avoir des interactions aussi avec le système de transport de marchandises qui va utiliser peut-être les mêmes infrastructures. Et puis il y a des contraintes qui s'appliquent au système. Alors il y a des contraintes, là c'est plutôt les contraintes long terme qui s'appliquent à mon système. Les contraintes de santé, donc par exemple l'accidentologie. On a les contraintes carbone, donc pour le réchauffement climatique. Les contraintes en ressources énergétiques, que ce soit pour produire mes infrastructures, pour produire mes véhicules ou pour les alimenter. On a des contraintes de pollution locale, de l'air, et puis on a des contraintes en ressources minérales pour produire les infrastructures et pour produire les véhicules. Donc voilà, là, le système est cadré. On sait à peu près de quoi on parle. Comment j'ai décomposé ensuite les besoins en mobilité ? Alors, je l'ai fait selon 4 dimensions. La première dimension, c'est la distance à parcourir pour accéder à mon activité. Donc là, je propose 3 catégories, la longue distance, la moyenne distance, la courte distance. Une deuxième dimension que je propose, c'est dans quel type de tissu territorial la personne réside-t-elle ? Est-ce qu'elle vit dans le centre urbain dense ? Est-ce qu'elle vit dans des zones moyennement denses ? Ou est-ce qu'elle vit dans du rural faiblement dense ? Une troisième dimension, ça va être
est-ce que le trajet à effectuer peut être mis en commun ou non? Donc est-ce que c'est un trajet qui peut être partagé, que ce soit en covoiturage, en transport en commun par exemple, ou pas? Est-ce qu'on est sur des faibles flux et donc ce trajet-là, je ne peux le faire que tout seul? Et puis une dernière dimension, est-ce que donc, j'ai des charges ou des personnes ou rien du tout à transporter? Alors, vers quel type de système ça m'amène? Alors je vais décomposer je vais vous parler des différentes composantes de mon système. Déjà les véhicules, je vais utiliser des transports en commun urbains, donc bus, métro, tram. Je vais utiliser de l'autopartage en trace directe, donc ça c'est l'autopartage type Autolib où je peux partir d'une station et déposer la voiture à une autre station, ce qui est plutôt adapté pour l'urbain dense. Je vais utiliser des transports en commun express. Donc ça va être des transports en commun qui rallient les zones faiblement denses en périphérie vers le centre urbain. Donc par exemple les TER, les Transiliens, les RER, mais aussi les bus express qui seraient des bus qui font les radiales, donc qui utilisent les autoroutes pour aller vers le centre et repartir vers la périphérie. On aurait les modes actifs, marche, vélo, vélo assistance électrique, vélo cargo assistance électrique. On aurait des véhicules que j'appelle véhicules électriques légers, VEL. Donc ce seraient des véhicules qui font moins de 100 kg, on va dire. Par exemple, le Speed Pedelec qui existe déjà, donc qui est un vélo auquel on a enlevé la limitation en vitesse et on a boosté sa puissance. Parce qu'il faut savoir que les vélos assistance électrique sont bridés à 250 watts. Donc là, le Speed Pedelec peut permettre d'aller à 45-50 km/h, un peu comme un scooter électrique quelque part. L'autopartage en boucle, donc il y a un type d'autopartage où on doit reposer la voiture à la même station à laquelle on l'a prise. J'utilise aussi des voitures électriques en location longue durée. Alors ça, ce serait des voitures qui restent au domicile de la personne, qui seraient plutôt adaptées pour les personnes qui vivent en territoire peu dense, mais que les personnes utiliseraient en tant que service, c'est-à-dire qu'ils ne possèdent pas la voiture, ils s'achètent des kilomètres et donc il y aura un relevé de compteur, je ne sais pas, tous les 6 mois, tous les ans, pour voir combien de kilomètres on a parcouru et on paye du kilomètre. Les véhicules en location traditionnelle, avec différents modèles. Alors là, ce serait plus ce sera utilisé pour les besoins un peu exceptionnels de transport de charges très lourdes. Par exemple, quand je vais chez Ikea, je vais louer un van spécifique, ou quand je veux faire de la longue distance pour les vacances, etc., je vais aller louer le break pour pouvoir transporter toute la famille. Et puis on garde pour la longue distance les transports en commun régionaux, TGV, avion. Alors comment tout ça pourrait s'organiser territorialement parlant? Eh bien on aurait donc en fonction de la densité du territoire, on aurait différents écosystèmes de modes de mobilité. Alors dans l'urbain dense, on aurait tous les modes actifs, on aurait les transports en commun urbains, on aurait l'autopartage à la trace, donc type Autolib. Autour de l'urbain dense, on aurait des pôles d'intermodalité qui permettraient de faire la liaison intermodale entre les modes de l'urbain dense et les modes à l'extérieur de l'urbain dense, et dans lesquels on pourrait louer les véhicules en location traditionnelle et à partir desquels on pourrait réaliser les trajets longue distance, donc le TGV, l'avion, etc. Au-delà de l'urbain dense, on passe à un autre écosystème. Alors, il ne faut pas voir ces zones-là comme très franchement délimitées. Ce sera un continuum, une évolution un peu continue. Mais on passerait donc des TC urbains plutôt vers les TC express, ce qui permettent de rallier le centre. Et on passerait de l'autopartage à la trace à l'autopartage en boucle. Et enfin, dans les milieux très peu denses, eh bien, les gens auraient cette voiture en location longue durée à leur domicile. Qu'ils loueraient. Alors comment on pourrait atteindre un tel système de mobilité? Alors quelques pistes. Déjà il y aurait des actions à faire sur l'aménagement des territoires, parce que là on est plutôt sur des tendances d'étalement urbain, donc il faudrait réussir à repolariser les territoires. Alors comment faire? Par exemple en réduisant les vitesses maximales sur la voirie, en transférant de l'espace, que ce soit de l'espace de stationnement ou de voirie, des modes énergivores vers les modes sobres. Donc les modes sobres sont ont des vitesses de pointe plutôt moindres et ont des portées plutôt moindres. Donc ça va avoir aussi tendance à long terme à repolariser le territoire.
Ensuite, il faut inciter la population donc, à utiliser ces modes plus sobres. Comment on peut faire ? Par exemple, en passant de l'économie de la possession du véhicule à une économie de la fonctionnalité. Donc, c'est un peu ce que j'ai raconté là avec les véhicules en location longue durée. C'est que je vais payer de la mobilité et donc je vois le coût entier du kilomètre que je fais, que ce soit qui inclut la production de mon véhicule et sa consommation. Et puis à ça, on peut rajouter une taxation sur l'énergie, toujours en analyse de cycle de vie, donc en incluant l'énergie qui a été utilisée pour produire mon véhicule. Donc là, ça donne une image assez directe de la consommation énergétique dans le prix. Et donc, ça va inciter à aller vers une mobilité plus sobre et à utiliser le véhicule à son juste besoin. Et puis ensuite, il y aurait des incitations à mettre pour produire. Donc déjà, le fait qu'il y ait des incitations à l'usage vers plus de sobriété, ça va avoir des incitations pour que la production deviennent plus sobres, donc que les véhicules produits soient plus sobres. Et d'autre part, on pourrait mettre des incitations qui arriveraient via l'économie de la fonctionnalité pour que la production des véhicules soit elle-même plus sobre. C'est-à-dire qu'on produise des véhicules à plus longue durée de vie, plus réparables, etc. Ce qui est une incitation assez naturelle quand on passe à l'économie de la fonctionnalité. Alors ensuite, je me suis amusé à vérifier, voilà, pour chacun des sous-besoins, selon les 4 dimensions dont j'ai parlé, je me suis amusé à vérifier que la personne pouvait effectivement, avec cette organisation territoriale et ses véhicules, pouvait effectivement répondre à son besoin. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus parce que je n'ai qu'un quart d'heure. Voilà, c'était une petite introduction pour la suite et la table ronde. Merci. Je ne sais pas s'il y a un temps de questions. Jean-Noël, l'organisateur. Bon. Alors allons-y pour les questions. Alors on va prendre 1 ou 2 questions maximum et puis on va enchaîner directement avec la session suivante. Il semblerait que l'avenir soit au véhicule automatique et que l'avenir de l'avenir soit le Uber automatique. Qu'en faites-vous ? Alors, si les véhicules sont autonomes, ça permettra peut-être de rendre ce système de mobilité plus confortable. Moi, c'est ce que je vois. Ça peut être un complément, une amélioration de ce système de mobilité. Donc le véhicule en location traditionnelle, par exemple, pourra venir jusqu'à moi lorsque j'ai besoin d'aller chercher mon meuble chez Ikea, par exemple. Donc ça peut être une amélioration de ce système. Thierry Voland de la Fédération française des tuiles et briques. J'avais une question sur un phénomène qui a été décrit il y a une dizaine d'années, dont vous n'avez pas parlé, et qui remet un peu en cause le modèle de la ville compacte, qui est ce qu'on appelle l'effet barbecue. Et je voulais savoir s'il est véridique, s'il peut être pris en compte, pour ceux qui vous l'expliqueraient mieux que moi, mais qui vise à un peu contester le modèle de la ville compacte au motif que les gens qui habitent une ville dense, en fin de compte, ils ont des velléités à s'échapper de cette ville et à prendre plus les transports aériens ou alors à faire du tourisme ou à prendre leur voiture pour s'échapper de la ville et qui contrebalance un peu ce bilan, cette empreinte carbone plutôt favorable à la ville dense. Voilà. Alors c'est une forme d'effet rebond. Alors il y a eu des études là par le labo de Kaufmann à l'EPFL à Lausanne qui remettent un peu en cause cet effet barbecue. Mais alors là, les incitations telles qu'elles sont mises en place dans ce système de mobilité, rendent finalement la longue distance énergétique assez luxueuse, parce qu'avec ce coût au kilomètre, avec une taxe énergétique par-dessus, ça rend la chose plus luxueuse. Donc ça va avoir tendance à écraser cet effet rebond. Alors on va arrêter juste là pour ces questions et puis on pourra y revenir après la table ronde sur le bilan des assises et on pourra revenir sur cette présentation et Nicolas pourra reprendre la parole pour y répondre. Voilà, je vous remercie.